Apparemment, la nouvelle « Les amis des amis » est pauvre en événements. Elle n'est que la relation d'une rupture et d'une séparation. Deux êtres qui s'aimaient et allaient s'épouser rompent brusquement leur liaison et retournent à leur solitude, tôt conclue par la mort de l'un d'eux. Convaincue de la trahison et de l'infidélité de son partenaire, la jeune femme lui rend sa liberté. L'argument est mince, on le voit. Ces vivants, les deux fiancés ont bien peu de présence, ils n'ont même pas de nom propre, comme la narratrice du Tour d'écrou du même Henry James. Ils ne sont identifiables que par leur référence à la morte, dont l'absence hante à jamais l'histoire, créant la jalousie posthume de son ami. C'est là l'occasion pour Henry James de mettre en relief la nullité des relations humaines, la fausseté de la communication établie par un langage mensonger. Toute la nouvelle tourne autour d'une absence au monde qui est présence aux autres, et autour d'un secret jamais reconnu, jamais dévoilé, toujours recherché et nié. Absente, la femme qui est à la fois l'amie de la narratrice et l'amante de son fiancé. Cachée, le motif qui pousse la narratrice à différer la rencontre de son fiancé et de sa meilleure amie, dissimulées et niées les rencontres surnaturelles du vivant et de la morte. Car tout n'est qu'affaire de perception. À partir d'une intuition, la jeune femme sait d'instinct que son fiancé a vu son amie et continue de la voir, d'avoir avec elle une aventure passionnée. À partir donc de cette intuition, la narratrice infère tout un passé et déduit un futur. C'est elle qui construit la liaison entre le vivant et la morte. C'est elle, en somme, qui rend l'absente présente. Car le texte n'a pas de réalité autre que psychique, et le dialogue porteur de l'absence et négateur de la présence est un dialogue truqué. Ainsi que vous l'aviez prédit, j'ai trouvé maintes choses intéressantes, mais à l'encontre de ce que j'avais espéré, elle ne tenait pas véritablement son journal. Elle avait seulement l'heureuse habitude de prendre des notes, de faire des récits, des résumés. Voyez par exemple le fragment que je vous envoie. Je lui laisse la parole. Je sais naturellement très bien que je n'ai à m'en prendre qu'à moi. Mais voilà qui n'arrange rien. J'ai été la première à lui parler d'elle, dont il ignorait jusqu'au nom. Qui se ressemble s'assemble. J'ai continué en lui disant qui elle était et qu'il se ressemblait parce que, s'il avait eu tout jeune une aventure étrange, elle avait eu à peu près en même temps une aventure analogue. Voyageant à l'âge de 18 ans à l'étranger avec une tante, elle avait vu son père lui apparaître au moment de mourir. L'événement s'était produit en plein jour, dans le musée d'une grande ville. En avance sur le groupe de parents qui l'accompagnaient, elle était entrée dans une petite salle où se trouvaient seulement 2 personnes, un vieux gardien et un visiteur qui lui avait paru être un étranger quelconque, un simple touriste, avant qu'elle lui prêtât attention. Mais à l'instant où elle tournait les yeux vers lui, à sa grande stupeur, elle reconnut son père en train de la regarder, comme s'il était resté longtemps à attendre. Elle s'était élancée vers lui avec ce cri d'affolement. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais elle fit montre de sentiments plus vifs encore lorsque son père tout simplement disparut, laissant s'empresser autour d'elle avec inquiétude, en plus du vieux gardien, le groupe familial qui sur ses talons entrait dans la petite salle. Ces gens, le vieux gardien, la tante, les cousins et cousines, se trouvaient ainsi être témoins du phénomène. Il y eut en outre le témoignage d'un médecin qui soignait un des membres du groupe. L'incident lui fut communiqué aussitôt. Il prescrivit un sédatif à la nièce, mais prit la tante à part et lui dit « Attendez de savoir si rien n'est arrivé chez vous. » Quelque chose bel et bien était arrivé. Le pauvre père, brusquement tombé malade, était mort le matin même. La tante recevait, avant la fin du jour, un télégramme lui annonçant l'événement, avec prière d'y préparer la nièce. Lui, le cher ami,
C'était le fantôme de sa mère qu'il avait vu. Pour quelque raison particulière, il était resté à Oxford pendant les grandes vacances. Il rentrait chez lui alors qu'il faisait clair encore, pour trouver, debout dans sa chambre, sa mère, qui semblait avoir maintenu ses regards fixés sur la porte. Le matin même, il avait reçu d'elle une lettre envoyée du pays de Galles où elle séjournait chez son père. En le voyant, elle eut un sourire extraordinairement radieux et lui tendit les bras. Puis, comme il s'élançait tout joyeux vers elle, les bras ouverts lui aussi, elle avait disparu. Le lendemain matin, il apprenait que sa mère était morte. Le prodige que le hasard de notre conversation m'avait donné l'occasion de lui relater avait paru le frapper énormément. C'était la première fois qu'il avait affaire à un cas semblable au sien. Certes, une rencontre entre mon ami et lui s'imposait, et nulle rencontre pourtant ne devait avoir lieu. Si l'on prend le mot « rencontre » dans son sens ordinaire. C'est là justement la moitié de mon histoire. De quelle façon extraordinaire ces rencontres furent empêchées. Des contretemps, par série, devaient y mettre obstacle. Et comme ils se renouvelèrent des années durant, ils tournèrent pour moi et pour d'autres en sujet de plaisanterie avec les deux intéressés. Quand, pour couronner nos longues relations, j'acceptai la demande en mariage qu'il me renouvelât, on s'amusa, je le sais, à faire courir le bruit que ça avait été à la condition qu'il me donnerait sa photographie. Et il était enfin sur le manteau de ma cheminée, dans toute sa haute distinction, le jour où elle vint me féliciter, qui se trouva être aussi le jour où elle fut plus près de le voir qu'elle ne l'avait jamais été. Elle se réjouit de la défaite de son ancien allié dont elle regarda longuement l'image, sans faire de commentaires mémorables, bien qu'elle allât jusqu'à la retourner et à jeter un coup d'œil à l'envers. J'insiste sur ces détails, car la suite est tellement étrange que souligner jusqu'à quel moment nos rapports sont restés aussi naturels que jamais me cause une sorte de soulagement. C'est moi qui, en un subit accès de folie, ai tout faussé, tout détruit. Je vois bien maintenant qu'elle ne m'a pas donné de prétexte, que j'en ai toute seule trouvé un dans sa façon de regarder le beau visage dans le cadre de Bond Street. Comment aurais-je donc voulu qu'elle le regardât? J'avais dès le début souhaité de le lui rendre cher, et je continuais de le souhaiter, jusqu'à ce que j'aie obtenu d'elle la promesse qu'à l'occasion de nos fiançailles, elle allait pour de bon m'aider à rompre le charme stupide qui les séparait. Je pouvais garantir que le samedi suivant, à 5 heures, il serait ici même. Vous êtes tout à fait sûr qu'il viendra? Eh bien, je viendrai. J'ai extraordinairement peur, mais vous pouvez compter sur moi. Cette peur, à mesure que la soirée s'écoulait, devenait contagieuse, et brusquement elle prit en moi la forme d'une terreur panique. Ce n'était pas de la jalousie, c'était seulement la crainte de m'être mise dans le cas d'en éprouver. Je me sentais intimement convaincue qu'ils seraient tous les deux fidèles au rendez-vous. J'étais de plus en plus dominée par l'impression qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, se dirigeaient vers le même endroit. C'était là une éventualité que je ne pouvais envisager de sang-froid. Elle me tint éveillée. À minuit, j'étais hors de moi. Je sentis à la fin que je n'avais qu'un moyen d'exorciser cette ombre. J'écrivis précipitamment un billet qu'il trouverait à son retour et je lui disais qu'il me serait impossible d'être à la maison le samedi après-midi comme je l'avais espéré et qu'il lui faudrait remettre sa visite à l'heure du dîner. C'était laisser entendre qu'il me trouverait seule. Lorsqu'elle arriva, elle, à 5 heures, il va de soi que je me sentis fourbe et méprisable. Elle resta 1 heure. Lui, naturellement, ne vint pas. Je feignis donc l'étonnement. Et pourtant, à mesure que l'heure s'écoulait, je devinais en elle un émoi plus profond encore que la déception et un peu plus difficile à bien cacher.
Ce qui se passait pendant cette heure stérile qu'elle vivait auprès de moi était qu'enfin elle renonçait à lui. Lorsqu'elle se leva pour partir, je lui dis que ces relations allaient exister plus que jamais. Très évidemment, il n'avait qu'une chance valable de se rencontrer, qui était mon mariage. Elle y serait, n'est-ce pas? Si j'y suis, il n'y sera pas. Jamais, jamais je ne le verrai. Ce fut sur ces mots qu'elle me quitta. J'avais pu supporter sa déception à elle. Mais 2 heures plus tard, quand il vint dîner, je découvris ne pouvoir supporter sa déception à lui. Je ne m'étais pas occupée de l'effet que pourrait lui faire le résultat de ma manœuvre. Et voici que ce rendez-vous manqué m'attirait les premiers reproches qu'il m'eût adressés. Je m'effondrai alors. J'avouai ce que j'avais fait d'inique et les misérables raisons qui m'avaient poussé. Elle doit m'avoir pris pour le dernier des grossiers personnages. Elle n'a, je vous assure, rien dit qui l'ait montré sensible à votre absence. Elle a regardé votre photographie, elle l'a même retournée, en a vu le dos, où votre adresse se trouve inscrite sur la petite fiche laissée par l'encadreur, mais cela ne lui a inspiré aucune réflexion. Il n'y a rien là pour elle de tellement important. Alors, pourquoi avez-vous peur d'elle? Ce n'était pas d'elle que j'avais peur, c'était de vous. Étiez-vous donc si sûr que j'en tomberais amoureux? Avant, je n'avais pas les raisons d'avoir peur que j'ai maintenant. Il m'embrassa alors. Et me souvenant qu'elle m'avait embrassé, elle, 2 heures auparavant, j'eus un instant l'impression qu'il baisait sur mes lèvres l'empreinte laissée par ses lèvres à elle. En dépit des baisers, l'incident laissait un froid. Qu'il m'ait vu coupable de mensonge me faisait horriblement souffrir. Avant de le laisser partir, je lui dis que je la détromperais. Le lendemain matin, à la première heure, j'irais à Richmond et elle apprendrait par ma bouche qu'il n'avait rien à se reprocher. Le lendemain matin, je gravis la longue pente d'où petit à petit se découvre la vue et frappai à la porte de mon amie. Madame, si elle est là. Ah non, madame, elle est partie pour toujours. Elle est partie d'ici? Elle est morte, madame. Elle est morte la nuit dernière, madame. J'ai eu sur le moment l'impression de l'avoir tuée. J'ai été prise d'une faiblesse. Et j'ai vu dans un brouillard la bonne tendre les bras vers moi. De la suite immédiate, tout m'échappe. En revenant de Richmond, je me suis rendue, une fois accomplie la mission dont je m'étais chargée, chez lui, dans son appartement de garçon. Elle est morte. Morte? Il eut l'air extraordinairement impressionné. Et je remarquai qu'il n'avait pas besoin de me demander de qui, si brusquement, je voulais parler. Oui, hier soir, juste après m'avoir quitté. C'est impossible. Je l'ai vue. Vous l'avez vue? Oui. Ici. À l'endroit même où je vous vois. À l'heure de sa mort, vous voulez dire? Comme vous avez si merveilleusement vu votre mère? Ah non, 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 non. Non, pas comme j'ai vu ma mère. Je l'ai vue en vie. Je l'ai vue comme quelqu'un avec qui on peut parler. Je l'ai vue comme je vous vois en ce moment. Et pourquoi a-t-elle bien pu venir ici? Tout simplement pour me voir, après ce qui s'était passé chez vous. Et l'explication qu'elle vous a donnée a-t-elle correspondu à votre façon de voir?
Elle ne m'a pas donné d'autre explication que d'être là et de me laisser la regarder. Vous voulez dire qu'elle ne vous a pas parlé? Elle n'a rien dit. Elle m'a seulement regardé comme je la regardais. Et vous n'avez pas parlé non plus? J'ai pensé à vous. J'ai voulu montrer tout le tact possible, mais elle a bien vu qu'elle me faisait plaisir. Combien de temps est-elle restée? C'est difficile à savoir. Je dirais une vingtaine de minutes, mais ça a sans doute duré beaucoup moins longtemps. 20 minutes de silence. Et ainsi s'est glissée entre nous la gêne d'un long silence. Il a fini par y mettre un terme en me demandant: Sa mort ne fait-elle absolument aucun doute? Aucun, malheureusement. Je viens de m'agenouiller près du lit où elle était tendue. Il baissa les yeux et fixa le plancher du regard. Puis les relevant, il chercha les miens. Quel air avait-elle? L'air d'être en paix. Il a de nouveau détourné son regard tandis que je l'observais. Au bout d'un instant, il a dit: Et à quelle heure alors? Il ne devait pas être loin de minuit, en rentrant chez elle. Elle avait une maladie de cœur. Son médecin le savait et elle le savait aussi, mais elle prenait vaillamment son mal en patience et ne m'en a jamais parlé. Si elle n'est rentrée chez elle qu'à minuit, vous voyez bien Qu'elle aurait simplement eu le temps de venir vous voir? Non, ça ne me paraît pas possible, du moment que vous êtes parti tard de chez moi. Je ne me souviens pas à quelle heure au juste j'étais préoccupée, mais rappelez-vous que, bien qu'ayant, m'avez-vous dit, une quantité de choses à faire, vous êtes, après le dîner, resté assez longtemps. De son côté, elle a passé la soirée au club des dames, je viens d'y aller. Elle y a pris le thé, elle y est ensuite, on me l'a affirmé, restée très longtemps. Elle est venue tout droit ici et est ensuite allée tout droit prendre son train. Elle n'aura pas précipité ainsi ses mouvements. Elle évitait toujours de se laisser talonner par le temps. Ma chérie, elle n'a rien eu du tout à précipiter. Elle avait simplement le temps. Il se trouve que je vous ai quitté hier soir plus tôt que d'habitude. Je regrette que le temps vous ait paru long en ma compagnie, mais j'étais de retour ici à 10 heures. Pour mettre vos pantoufles et vous endormir dans votre fauteuil, c'est en rêve que vous l'avez vu. Il m'a jeté en silence un regard sombre où j'ai très bien pu voir qu'il ne contenait pas sans peine un sentiment d'irritation. Au bout d'un instant, j'ai repris: Voyons, vous avez à une heure insolite reçu la visite d'une dame, soit, rien de plus vraisemblable. Mais enfin, il y a dame et dame. Si elle est entrée sans avoir été annoncée, si elle n'a pas dit un mot, comment, par quel miracle, alors que vous n'aviez même pas vu son portrait, avez-vous pu savoir que c'était elle? Est-ce que vous ne me l'aviez pas tant et plus décrite? Comment aurait-elle su où vous habitez? En se souvenant de l'adresse inscrite sur la petite fiche heureusement laissée par l'encadreur sur ma photographie. Et comment était-elle habillée? Elle était en deuil, ma chérie. Elle portait un petit manchon d'astrakhan et elle avait, près de l'œil gauche, une minuscule cicatrice verticale. La marque d'une caresse de son mari. Vous avez dû être bien près d'elle. Il n'a rien répondu à cela. Et j'ai cru qu'il rougissait. Alors j'ai coupé court. Eh bien, au revoir. Vous ne restez pas un peu? Il y avait quelque chose de beau dans sa visite. Mais votre visite à vous est plus belle encore. C'est que je suis la vie, moi. Ce que vous avez vu hier était la mort. C'était la vie. La vie. Elle est partie, nous l'avons perdue pour toujours. En poussant ce cri, j'éclatai en sanglots. Il s'est penché sur moi, et je n'aurais su dire si son visage, après avoir touché le mien, était humide de mes larmes ou des siennes.
C'était ma théorie, ma conviction, pour ainsi dire mon parti pris qu'ils ne s'étaient encore jamais rencontrés. C'est pour cette raison qu'il m'a paru généreux de le prier de venir avec moi le jour des funérailles sur la tombe où elle serait ensevelie. Il est venu. Il a fait preuve de beaucoup de discrétion et de tendresse. Aussi avec beaucoup de douceur, mais avec une brusquerie odieuse pourtant. Je lui ai dit à brûle-pourpoint certains soirs qu'il nous fallait considérer de nouveau notre situation et reconnaître qu'elle avait changé du tout au tout. Changé? En quoi? Comment? Quelqu'un s'est mis entre nous. Je ne vais pas prétendre ne pas voir de qui vous voulez parler. Une femme morte et enterrée. Elle est enterrée, elle est morte pour le monde, elle est morte pour moi, mais elle n'est pas morte pour vous. Vous êtes tout à fait changé. Par une absurdité pareille? Au moins par cette absurdité-là que par d'autres qui ont suivi. Et en quoi peuvent bien consister ces autres? Allez-vous me soutenir que vous ne le savez pas? J'ai poursuivi en gardant mon calme. Vous avez accès à des zones de vie, vous êtes sensible à des impressions, des apparences, des contacts interdits au reste d'entre nous. Ce dont a été en partie à l'origine de l'intérêt profond que vous m'avez inspiré. C'était là, et c'est d'ailleurs toujours un privilège magnifique. Mais naturellement, je ne pouvais pas alors prévoir comment ce don se manifesterait aujourd'hui, et même si je l'avais pressenti, je n'aurais jamais pu imaginer de quelle façon extraordinaire il agirait sur moi. Dites-moi, comment se manifeste ce prétendu don, et comment il peut bien agir contre vous? Pendant 5 ans, elle n'a pas pu vous rencontrer. Mais elle vous rencontre quand elle veut à présent. Vous rattrapez le temps perdu. Le temps perdu? De pâle, il devenait rouge. Vous la voyez toutes les nuits. Oh! Elle vient vous trouver comme elle est venue ce premier soir. Elle a fait une tentative qui lui a plu. J'ai pu, Dieu merci, parler sans colère aveugle, sans violence vulgaire, mais ce sont là exactement les mots dont je me suis servi. N'est-ce pas que vous continuez à la voir? Sa tactique avait été jusque-là de se montrer indulgent, conciliant, de me traiter avec une bonne humeur, une gentillesse condescendante. Et voici qu'à ma grande stupeur, je l'entendais me dire tout à coup: « Et quand bien même je la verrais, cher ami. » C'est votre droit. Il découle de votre nature exceptionnelle, de votre sort extraordinaire, sinon peut-être très enviable. Mais vous devez bien comprendre que cela nous sépare, vous rend sans condition votre liberté. Ma liberté? Il vous faut choisir entre elle et moi. Il m'a regardé avec insistance, a murmuré: Je vois. Et s'est éloigné un peu comme s'il avait bien saisi le sens de mes paroles et réfléchissait au meilleur moyen d'y répondre. Enfin, se tournant de nouveau vers moi, il a dit: Comment avez-vous pu arriver à savoir une chose aussi personnelle? Vous voulez dire à savoir une chose que vous faisiez de tels efforts pour cacher? Elle est effroyablement personnelle, c'est vrai. Et vous pouvez être sûr que je garderai votre secret. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez joué votre rôle. Vous vous êtes, pauvre cher ami, conduit avec une loyauté admirable. Et moi je vous ai regardé sans rien dire. J'ai joué mon rôle aussi. Chaque intonation altérée de votre voix, chaque absence de votre regard, chaque effort de votre main contre l'indifférence, je les ai remarqués. J'ai attendu, jusqu'à ce que j'ai été bien sûre et bien malheureuse. Comment pourriez-vous ne rien laisser voir quand vous êtes amoureux d'elle à la folie, quand vous défaillez, presque à en mourir de la joie qu'elle vous donne? Plus prompte que lui, j'arrêtai d'un geste sa protestation. Vous l'aimez comme vous n'avez jamais aimé. Et elle vous paie de retour. Elle vous tient en son pouvoir, elle règne sur vous, elle vous a tout entier. Une femme dans mon cas devine, sent, voit ce qui se passe. Elle n'a rien de commun avec une lourdaude qui a besoin d'informations de sources sûres.
Machinalement, avec une mauvaise conscience, vous venez m'apporter la lie de votre tendresse, le résidu de votre vie. Je peux renoncer à vous, mais je ne peux pas vous partager avec une autre. Ce qu'il y a en vous de meilleur, c'est elle qui l'a. Je vous laisse aller à elle pour toujours. Il a lutté vaillamment, mais rien ne pouvait s'arranger. Il a tout nié de nouveau, il est revenu sur ce qu'il avait admis, il a tourné en ridicule mon accusation, dont j'admettais d'ailleurs sans difficulté la vraisemblance extravagante. Je n'avais pas prétendu un instant que nous discutions de choses ordinaires, pas un instant prétendu qu'ils étaient des personnes ordinaires, elle et lui. Voyons, s'ils avaient été tels, me serais-je jamais attaché à eux. Ils avaient en partage un merveilleux pouvoir d'extension de leur être. Ils m'avaient dans leur envol entraîné avec eux. Seulement je ne pouvais pas respirer cet air-là. Et vite j'avais demandé à redescendre. Il a lancé un défi à ma sincérité, à mon bon sens, presque à mon humanité, ce qui naturellement n'a fait qu'élargir entre nous la distance et confirmer notre rupture. Il a fait, en somme, tout ce qu'il a pu, mais sans parvenir à me convaincre ni que je me trompais, ni qu'il était malheureux. Nous nous sommes séparés. Je l'ai laissé à son union avec l'inconcevable. Il ne s'est jamais marié, pas plus que je ne me suis mariée moi-même. Sa mort, quand 6 ans plus tard la nouvelle m'en est parvenue dans la solitude et le silence, je l'ai accueillie comme une preuve à l'appui de ma théorie. Elle a été soudaine, elle n'a jamais pu être bien expliquée. Elle a été entourée de circonstances où j'ai clairement vu la trace cachée de sa propre main. C'était le résultat d'une longue nécessité, d'un désir inapaisable. Pour dire exactement ma pensée, c'était une réponse à un irrésistible appel.